Hi everyone and welcome to this session of Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue à cette nouvelle session dans le cadre de Data Eco-Culture. Mon nom est Carl Edwin Michel et je suis PDG fondateur de Northern Arena. Alors, je suis sûr que ça va être très intéressant aujourd'hui. Avant de commencer, même si nous nous rencontrons virtuellement aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance des terres qui nous accueillent, donc d'est en ouest au Canada. On reconnaît les territoires ancestraux et non cédés de nos Premières Nations. On reconnaît ces personnes ainsi que les terres pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité pour améliorer les relations entre nations et notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Nous reconnaissons la valeur, la perspective, la langue et la culture qui peuvent nous guider et nous inspirer, et ainsi que le rôle des peuples autochtones comme gardiens de ces terres et comment nous pouvons nous enrichir les uns les autres pour avancer dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Alors, aujourd'hui, on va parler d'engager des audiences de la diversité pour s'assurer que toutes les voix soient entendues, que tous les besoins soient comblés. Alors, je vous invite à vous unir à cet échange via les médias sociaux en utilisant le hashtag EcoDataCulture pour continuer cette conversation donc, sur les données. Si vous avez besoin de traduction, d'interprétation, choisissez votre langue, français ou anglais, en cliquant sur l'option en haut de votre écran. Et vous serez en mesure de suivre dans la langue de votre choix. Juste pour vous donner un petit peu une idée de comment on va s'y prendre pour cette session, ça va être en fait 3 sessions dynamiques. La première, c'est une table ronde, donc avec une discussion après et des questions-réponses. Alors, je vous invite à poser vos questions n'importe quand au fil de la session et je prendrai note de ces questions. Si elles ont trait exactement à ce qui est présenté par les panélistes, je leur poserai la question directement. Autrement, nous allons les garder pour la fin de la session. Alors, j'aimerais présenter nos invités. John Dickinson, CEO de Black Screen Office, donc c'est nouveau directeur exécutif de bureau Black Screen qui appuie et fait la promotion de l'histoire des peuples de la communauté noire. Et on a Erin Smith, manager, chercheur pour Ontario Creates. Elle est planificatrice et gère la recherche et la planification stratégique à Ontario Creates. Bonjour, Ellen. Finalement, Richard Coor, qui est directeur senior pour Canadian Media Funds. Et donc, il est responsable de l'initiative de mesures numériques. Et donc, bonjour, Richard. Alors, on va commencer avec notre première partie de la discussion, de l'échange. Donc, comment assurer l'inclusivité dans la collecte de données? Alors, ma question, je vais commencer avec Richard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre les schémas de consommation dans les communautés sous-représentées? Pourquoi c'est important et comment l'avènement de nouvelles plateformes comme celle de streaming nous offre la possibilité de repenser tout cela? C'est une grande question et chez nous, une des choses qu'on a vraiment commencé à comprendre pendant ces dernières années, c'est qu'il y a vraiment un écart, un grand écart dans la collection de données entre ce qui est consommé et notre capacité à le mesurer. Et ça a des implications pour les diffuseurs, les producteurs, les décideurs politiques. Donc, c'est complexe d'affronter les questions de la sous-représentation. Et 2 aspects importants
Parmi ceux-ci, le premier, c'est les nouveaux services émergents qui déterminent une bonne partie de la consommation sur le marché. Et puis, on n'a pas encore une compréhension publique, une connaissance de comment le contenu est réellement consommé, parce que ça se fait en privé. Donc, une chose qu'on voudrait savoir, c'est qui, dans le fond, qui suit le contenu sur certaines plateformes au départ. Mais peut-être à cause de la nature des données qui sont recueillies, peut-être il va falloir vraiment faire évoluer la façon dont on mesure ces données. Donc, pas simplement mesurer la consommation de façon globale, mais plutôt cibler certaines communautés. Et mon deuxième point, c'est la mesure linéaire, qui continue à représenter 70% de la consommation de contenu sur le marché. Donc, linéaire, la télévision, d'abord, semblait être, au départ, était la seule façon, a été pendant des décennies la seule façon de consommer du contenu. Et les systèmes de mesure ont été conçus pour comprendre comment les gens consomment sur ce genre de plateforme. Alors, ces systèmes étaient en place pendant des décennies. Ils étaient ancrés dans une tradition d'utiliser des façons pour identifier les tendances dans des audiences agrégées. Donc, là, on parle de compréhension des audiences et des tendances générales, mais elles sont surtout axées sur ce qui sont des méthodes traditionnelles de recherche de marché. Donc, à partir de l'âge, de genre, de sexe, de région, de langue. Et donc, ce sont les paramètres qui ont été utilisés traditionnellement. Donc, pour essayer de comprendre la consommation. Le problème avec ça, c'est que le Canada et plus que ces catégories, il y a un bon nombre de communautés sous-représentées ou racialisées qui composent la société et on n'arrive pas à comprendre leur schéma de consommation parce qu'on n'a pas une bonne façon de les mesurer. Si on pense au fait que plus que de 22% de comédiens sont racialisés versus la population du Québec, par exemple, et qu'il n'y a pas qu'on n'approchait pas la question dans le passé, fait que l'on ne sait pas exactement quelle était la consommation ciblée. Donc, il faut que l'on comprenne mieux quelle est la consommation de cette tranche du marché, donc qui sort des paramètres classiques comme l'âge, la langue ou le genre. Donc, première étape, il faut que l'on crée des systèmes qui compensent ces lacunes. Thank you, Richard. And we'd like to go to Joan to answer that question. J'aimerais passer à Joan pour essayer de répondre à cette question. Exactly what I wanted to lead into speaking about because as. Alors, je voulais justement arriver sur cette question parce que on nous dit que les systèmes de mesure, disons, sont basés sur des caractéristiques de base et sont linéaires. Maintenant, on n'a pas de données sur la consommation, notamment de la communauté noire ou celle autochtone. Et de comment également les consommateurs perçoivent les données. Donc, c'est vraiment ce qui amène aussi un manque de contenu, une absence de contenu qu'on constate à nos écrans. Mais étant donné cette situation et le fait que le Canada réalise qu'il y a des lacunes et qu'il y a un
racisme à déconstruire. Donc, on estime que la première étape pour aller dans ce sens, c'est de collecter des données. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de créer des statistiques à partir des données axées sur la consommation des différentes communautés, dans ce cas-là, de la communauté noire, pour essayer de comprendre qui ils représentent comme public et qu'est-ce que ça représente au niveau de la consommation de ces plateformes et d'autres consommations. Mais un des points qu'on va essayer de comprendre, c'est l'importance pour ces communautés de se retrouver dans des histoires qui sont présentées à l'écran ou des émissions, des programmes. Et ça, c'est une priorité pour nous. On a besoin de savoir qui est là, qui est-ce qui écoute, parce que, à part ce 22-23% de la population qui est composée par communautés noires ou autochtones, dans la plupart des grosses villes, ce pourcentage est même plus élevé. Donc, il nous manque une tranche d'information qui est simplement absente, qui n'est pas là dans l'écosystème lorsque l'on veut créer du contenu adapté au public. Merci. Erin? Quelle est votre réponse à la question? Alors, je dirais, comme chercheur, les données qui sont extrapolées de Netflix et des grands joueurs sont quand même des paramètres, parce qu'on sait qui suit quoi, qui regarde quoi et où. Et théoriquement, potentiellement, on peut savoir dans chacun des foyers qui regarde quoi. Donc, ce sont des données qui potentiellement sont très importantes et la façon dont cette information est utilisée, c'est qu'elle n'est pas vraiment partagée. Terry Creed, lorsqu'on parle de mesures, ce que l'on fait normalement, c'est de voir combien est-ce qu'un projet va dépenser pour un but donné et donc, on s'est moins intéressé au public, c'est-à-dire à qui allait suivre un programme ou un autre. Mais les recherches ont généralement profité davantage aux compagnies qui créent du contenu. Donc, pendant ces dernières années, on a commencé à reconceptualiser ce qu'est le développement économique pour qu'il devienne plus équitable, plus inclusif. Donc, ce qu'on a constaté, c'est vraiment le manque de données robustes solides au niveau de notre public. Donc, on sait qu'il y a des études qui disent que lorsque le contenu est créé par des équipes diversifiées, on a un public plus élevé. Donc, ça, c'est le genre de questions qu'on considère lorsque l'on évalue des demandes. Et puis, l'an dernier, on a travaillé sur des recherches internes et on a constaté que un millier d'Ontariens, on leur a posé la question sur le contenu et on a constaté dans cette étude que 75% des répondants étaient très intéressés à suivre un contenu original qui parlait des communautés en fait qui les entouraient. Et qu'ils identifiaient le contenu qui était disponible, qu'on leur rendait disponible comme si ce n'était pas un contenu qui reflétait leur propre expérience et les communautés qui les entouraient. Donc, il y avait un décalage. Alors ça, c'est le genre de données qu'on utilise pour redresser le tir dans nos évaluations et donc réorganiser des équipes de façon à ce qu'elles soient plus diversifiées. Merci. Alors, vous parliez de certains outils. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques ou des approches spécifiques que vous utilisez pour calculer, pour mesurer vos publics, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encore concevoir, développer? Alors ça, c'est un défi pour nous parce que
On a des outils qu'on a pu développer avec le temps, mais on utilise une variété de plus en plus grande d'outils pour mesurer. Et encore une fois, la référence, c'est la consommation linéaire. Maintenant, pour ce qui est des services OTT, on a utilisé différentes méthodes pour comprendre comment est reçu le contenu et comment voir quoi faire pour l'ajuster à des publics plus diversifiés. Donc, c'est de l'information qu'on essaye de mieux cerner. Et bien, bon nombre de compagnies aussi sont présentes sur le marché qui créent des outils qui ciblent davantage, plus spécifiquement, les communautés sous-représentées pour comprendre comment est-ce qu'ils consomment les programmes. Donc, en suivant ces consommations de façon à obtenir de l'information plus pertinente et non pas en suivant leur comportement 24 heures sur 24. Donc, on essaie d'aller chercher des données de différentes sources aussi pour essayer d'avoir une idée meilleure de la situation de la consommation au Canada. Merci. Alors, en termes d'outils ou de stratégies, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques que vous pourriez utiliser pour avoir une meilleure idée de la situation? Alors, encore une fois, je voudrais rappeler que notre organisation a à peine 4 mois de vie, donc c'est encore relativement nouveau et on dépend beaucoup des conseils de personnes comme Richard et d'autres qui ont plus d'expérience que nous pour nous guider un peu dans notre démarche. Mais on s'appuie sur les compagnies qui ont le plus d'expérience dans le domaine et on espère pouvoir apprendre aussi d'elles. Et étant donné que les sources de financement pour ces projets nous viennent de sources multiples, y compris les diffuseurs, les bailleurs de fonds et les compagnies de publicité, on essaye de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans la programmation aussi, qu'est-ce qu'on devrait inclure. Donc, on est encore en phase d'apprentissage. Et en quelque sorte, c'est bien d'être au tout début parce qu'on peut apprendre des succès ou des échecs des autres organisations. Et je me sens très privilégiée d'être vraiment à mes débuts parce que on démarre à partir de zéro. On a zéro information sur la communauté noire, dans notre cas. Et les diffuseurs, en général, n'ont pas l'information qui est recevable ou collectable. Donc, dans le fond, on est les premiers, on est les pionniers à faire ce travail, à recueillir de l'information, des données sur la consommation de la communauté noire. Et pour l'Ontario, quels sont les outils ou les stratégies que vous avez créées ou que vous adoptez pour avoir davantage d'informations sur ces communautés? Alors, étant donné qu'on n'utilise pas de métriques de mesure ou d'évaluation de consommation, on tend plutôt à utiliser davantage nos ressources ou nos recherches à l'interne qui nous aident à mieux comprendre comment est-ce que la diversité ou la race sont des facteurs de diversité économique et on les intègre dans nos évaluations. C'est plus ça qu'on fait plutôt que de développer vraiment des outils ou des stratégies. J'aimerais passer maintenant à la deuxième question qui vise davantage à assurer une inclusivité dans la création de contenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre la représentation des créateurs dans l'industrie? Comment est-ce qu'on peut
approcher cela pour s'assurer que l'inclusivité et la visibilité des groupes sous-représentés soient assurées pour qu'on les représente, en fait. Donc, dans notre milieu, on se concentre surtout sur la communauté noire, et donc c'est vraiment surtout sur les peuples, sur les autochtones et les peuples noirs que l'on travaille. Mais ce qu'on se propose de faire, c'est une nouvelle étude qui soit donc sur les Canadiens de la communauté, issus de la communauté noire, qui travaillent dans l'industrie des télécommunications, de la télévision surtout, et voir quelle est leur participation concrètement et leur présence. Donc, pour arriver à une plus grande inclusion, il faut déjà que l'on sache quel est le point de départ, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire un point de la situation, voir où ils sont, quel est leur niveau d'éducation, leur expérience professionnelle, le parcours professionnel qu'ils ont suivi, quels sont les outils qui les ont aidés, quels ont été les obstacles, et puis comment est-ce qu'on pourra les garder au Canada aussi, parce que souvent, une fois que les gens sont intégrés et qu'ils voient qu'ils ont des opportunités sur le marché canadien, c'est ça, et ça risque même d'être trop petit, ce marché. Alors, il va falloir qu'on devienne plus globaux dans notre approche, dans notre pensée, lorsque l'on parle de créateurs de contenu et de voir quels sont les débouchés pour ce contenu. Et encore une fois, j'aime l'idée que l'on puisse parcourir le pays pour découvrir où se trouvent les gens. Et c'est intéressant, je participais à un panel au Manitoba récemment. Et après, à mon retour, j'ai eu 6 producteurs qui m'ont contacté en me disant qu'ils étaient intéressés à ce qu'on faisait, contents qu'on existe et qu'on fasse ce travail, parce qu'autrement, ils se sentent, eux, de leur côté, se sentaient vraiment isolés à Winnipeg dans ce cas-là, mais probablement ailleurs aussi au Canada, ils sont isolés. Donc, c'est important de se réseauter entre nous aussi. Richard, yeah. Richard? Maintenant, pour ce qui est d'essayer de recueillir des données sur les créateurs de contenu, cette industrie n'est pas vraiment représentative de la diversité en termes de créateurs et de contenu et de personnes qui travaillent dans l'industrie. Ceci dit, on n'a pas été très bon historiquement à recueillir ces données. Donc, il va falloir que l'on comprenne c'est quoi l'écart aussi entre la population générale et le nombre de personnes qui sont sous-représentées dans notre milieu. Donc, de notre point de vue, et ça c'est important également pour le développement de politique, parce qu'on ne pourra jamais créer des mécanismes, des politiques pour créer des ponts si on ne connaît pas la situation de départ. Donc, de notre point de vue, il faut que l'on collecte des données sur la situation actuelle. Et ça pose des défis pour différentes raisons. D'abord, pour recueillir ces données, il faut qu'on crée une infrastructure dans laquelle les gens ont confiance, à laquelle ils s'identifient. Et donc, ça rejoint la question de l'auto-identification, l'identification de soi dans un contenu. Donc, identifier quels sont les groupes avec lesquels ils s'identifient. Ensuite, voir, parce que sans cela, on ne pourra pas avoir des données solides. Historiquement, les données sur la racialisation ont été utilisées dans un sens négatif. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'assurer que l'on soit clair, c'est-à-dire que l'on consulte aussi les communautés avant de créer ces banques de données. Deuxièmement, il y a la standardisation des définitions est nécessaire dans toute l'industrie pour pouvoir comprendre comment
comment les personnes racialisées ont pu rentrer dans le milieu et la place qu'ils occupent dans le milieu. Donc, comment est-ce qu'on crée un système qui fonctionne, qui ne soit pas trop lourd et qui puisse recueillir les données et des données qui sont utilisables à différents niveaux de notre système. Une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'organiser des groupes de travail pour définir la terminologie qui peut être utilisée pour décrire les personnes racialisées ou celles sous-représentées. Et la première étape, c'est vraiment de consulter ces communautés pour s'assurer que les définitions que l'on développe soient vraiment acceptables et qu'elles représentent ce qu'ils entendent aussi. Et dans un de nos fonds de soutien en temps de pandémie, ce fonds était destiné à des personnes issues de la communauté noire et on leur a poser des questions sur quels étaient les éléments avec lesquels ils s'identifiaient le plus. Alors, au bout de la ligne, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un consensus de l'industrie pour savoir comment est-ce qu'on va aller de l'avant avec cette collecte de données de façon à ce que ce soit simple, facile à utiliser. That's great. And Aaron, how do you see the buy-in? C'est très bien. Et comment est-ce que vous arrivez à voir l'engagement de la part des communautés? Nous avons beaucoup des mêmes défis que le CMF et l'un de ces défis est le besoin des personnes de s'auto-identifier et le mécanisme selon lequel elles le font. Donc, à travers nos programmes et secteurs, nous appuyons la télévision, le film, ainsi que la littérature, la musique et l'art numérique. La personne qui remplit le formulaire est peut-être même assistant administratif. Donc, quelle est l'infrastructure dont nous avons besoin pour pouvoir informer les personnes qui nous avons déterminées ont des rôles clés sur un projet de façon à ce qu'ils puissent nous donner l'information directement? Il y a donc beaucoup de consultations que nous devons encore faire de façon à familiariser les personnes avec le processus pour que les personnes offrent volontairement leur information sociodémographique. Alors, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis environ 5 ans maintenant et c'est quelque chose que nous continuons à appuyer à travers notre programme de recherche. Nous offrons donc du financement pour que des organisations puissent faire leur propre recherche pour essayer de voir quelles sont les communautés sous-représentées, quelles sont les barrières à la participation, ce type de choses. Alors, ça, c'est une ligne de collecte de données que nous faisons. L'autre partie, ce projet important dans lequel nous sommes, d'aller chercher les données démographiques de la part de nos applicants. Nous avons fait un projet de recherche interne il y a 3 ans où nous avons analysé 3 ans de financement et nous avons regardé la différence au niveau des sexes, au niveau des rôles clés. Et c'est parce que c'est un peu plus facile de trouver une méthodologie pour évaluer le genre dans les projets que nous finançons déjà. Et en faisant, nous avons créé un indice de rôle clé et à travers les différents rôles créatifs pour essayer de voir en termes de créer un produit, quels sont les rôles créatifs qui sont les plus importants, quels sont les rôles d'affaires. Donc, ce sont les types de rôles sur lesquels nous voulons avoir les données démographiques. Maintenant, nous étendons cela pour avoir la possibilité de savoir à qui nous voulons poser ces questions et pouvoir l'inclure dans l'infrastructure.
Vous avez mentionné les médias numériques. Je viens de l'industrie du jeu vidéo. Avez-vous vu des défis de ce côté-là? J'aimerais penser, ou je crois qu'il y a des défis importants dans ce secteur d'activité également. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous pouvez partager à ce niveau-là. Alors, un défi intéressant au niveau de l'industrie des médias numériques, les secteurs de la télévision ou du film sont très standardisés. Un producteur fait la même chose, mais les rôles et les titres ne sont pas aussi normalisés dans le monde des médias numériques. Alors, peut-être dans la télévision, le film, il y a 15 postes clés. Au niveau des médias numériques, il y en a peut-être 60. Alors, pour savoir comment poser ces informations, qui a un rôle clé dans un projet plus complexe à ce niveau-là. Alors, on fait beaucoup de travail maintenant, essayer de voir, bon, vous êtes animateur de caractère, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de ce projet? Est-ce qu'une autre compagnie comprendrait généralement ce qu'est ce rôle et quelles sont les tâches affiliées? Alors, comment est-ce que l'on peut poser ces questions, essayer de bien saisir à qui nous devons poser ces questions sociodémographiques en termes de leur importance au niveau de leur rôle dans un projet? Alors ça, c'est un défi auquel nous faisons face. Et également, de comprendre comment ces groupes sous-représentés changent d'un secteur à l'autre. Ce ne sont pas tous les secteurs qui ont les mêmes types de marginalisation de certaines communautés. Et donc, ça est également une partie intéressante où les médias numériques seraient peut-être un peu différents que d'autres. Alors, pour John et Richard en même temps, est-ce que vous touchez les médias numériques? Et avant de vous permettre de répondre, je vais inviter tout le monde à mettre vos questions dans le chat pour que l'on puisse les poser à nos panélistes. Oui, la même infrastructure, d'une certaine façon, que nous finançons le contenu traditionnel et le contenu de médias numériques. Et les mêmes défis s'appliquent dans les deux secteurs en termes de notre compréhension des communautés sous-représentées, communautés racisées. Et nous n'avons pas eu les données dans le passé. Maintenant qu'il y a une compréhension de l'importance de ces données au niveau de la société en tant qu'un enjeu de justice sociale important, on doit aller chercher ces données d'une façon qui soit logique pour tous. Mais on commence vraiment à la base pour nous assurer que l'on arrive à l'auto-identification. Donc, ce sont les mêmes enjeux au niveau du contenu numérique qu'au niveau de la télévision ou du film. Nous, dans notre sondage auprès des communautés noires, ce sera à travers toutes les industries mais c'est l'un des éléments que nous voulons inclure. Alors, je vais maintenant passer aux questions dans le chat. J'ai une question ici de la part de Caitlin. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui peut être fait pour inviter un auditoire qui a été exclu des événements culturels ou ceux qui ne croient pas que ces événements culturels seraient pour eux, comme par exemple, ils ont peut-être été exclus par manque d'accessibilité, par attitude négative, manque de représentation, discrimination systémique, limite économique ou par ne pas avoir fait partie de la conversation ou de l'auditoire clé du marketing. Alors, je ne sais pas qui voudrait commencer à répondre, mais je peux répondre une partie de la question. Nous travaillons avec l'Alberta, une étude qui analyse les barrières à la création de carrières dans l'industrie des arts. Alors, lorsqu'il y a des événements dans l'industrie, disons, plus homogènes, et quel est peut-être l'impact négatif du rôle de personnes
personnes racisées à la participation de ces événements. Alors, une personne racisée va à un de ces événements et si il y a 100 personnes et la personne est la seule personne racisés, ça peut être très difficile pour eux de se sentir à l'aise et de pouvoir participer au réseautage. Alors, nous faisons beaucoup d'événements de réseautage et de développement professionnel. Alors, donc, comment est-ce que l'on peut appliquer ces informations pour nous assurer que sur nos listes d'invités, nous avons des personnes de toutes les différentes communautés pour que les personnes se voient représentées autant que possible à tous les niveaux, de façon à ce que l'environnement ne semble pas si agressant ou étranger. Donc, on essaie de faire ce travail au niveau du développement professionnel et réseautage. C'est très variable. Je suis dans le domaine depuis très longtemps. J'ai été la seule personne noire dans une salle avec 800 personnes dans la salle. C'est sûr que c'est un environnement agressant et nous semblons en surface une industrie inclusive, ouverte, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est très difficile pour les personnes de couleur et les personnes noires et autochtones d'être dans ces milieux. Et c'est important de voir ces efforts de changement. L'une des choses que l'on fait au Black Screen Office, c'est de vraiment créer un sens, une idée d'un espace sécuritaire pour la communauté noire et qui nous permet également d'aider au niveau de l'accès à beaucoup de ces services et de ces opportunités qui existent dans le secteur, qui ont été des barrières d'accès dans le passé. Mais non seulement un accès national, mais un accès international et de vraiment étendre notre réseau. Et si je peux ajouter en termes de la perspective de collecte de données, comme j'ai dit plus tôt, nous savons instinctivement qu'il y a vraiment une lacune entre la représentation et nous pouvons également montrer à travers les données qu'il y a une forte demande d'avoir des histoires qui parlent aux différentes communautés et pour attirer des créateurs qui représentent ces histoires dans l'industrie. Si on peut démontrer solidement ces faits à travers les données, on peut au moins expliquer sur une base d'affaires que ceci est important, que c'est un marché sur lequel on doit s'améliorer et donc ça amène tout le secteur à améliorer les efforts. Les données soutiennent les efforts, mais on doit ensuite aller de bonne foi travailler à accueillir ces personnes. C'est un peu comme toutes les questions d'équité dans tous les environnements. On ne peut pas simplement dire nous sommes ouverts et nous attendre à ce que les personnes viennent vers nous. Il faut aller vers les personnes d'entre nous qui ont ces positions de pouvoir. Il est important que l'on aille vers ces communautés sous-représentées et les amener à l'industrie. Alors, il y a un effort à faire, certainement. Et combien de temps est-ce que vous croyez que cela prendra pour que l'on ait les données importantes? Combien d'années de recherche ou de collecte de données pour que l'on puisse avoir toute l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions et amener l'industrie dans la bonne direction? Joan, encore une fois, étant aux toutes premières étapes de notre étude, je suis vraiment impressionnée par le temps que ça prendra. Simplement pour un seul projet de recherche, ça prend 1 an au minimum. Et je suis impatiente. Je ne peux pas croire que ça va prendre 1 an. J'ai besoin de cette information tout de suite. Alors, je trouve tout ça très frustrant et c'est tout un défi pour moi.
Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ce sera très important que l'on soit très ouvert avec les données que l'on ramasse pour que l'on puisse tous bénéficier des informations au fur et à mesure que l'on ramasse chacun de nos informations. Je crois que c'est important ce que vous dites avant de passer à Richard, de l'importance du partage des données entre organisations. Ce sera très important de la rendre, ces données disponibles pour qu'on ne soit pas chacun dans nos silos. Je dois dire que l'une des choses que j'ai trouvé très intéressante a été le groupe de Richard sur le groupe de travail des identités raciales. J'ai trouvé cela fascinant également parce qu'il y a tant de différents groupes qui se réunissent pour travailler et parler de cela et c'est devenu très intéressant. Et moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir transmettre l'information pour que le plus rapidement possible, on puisse tous être sur la même ligne, sur la même longueur d'onde, sur qui nous parlons, de qui nous parlons, comment collecter les données pour qu'elles soient le plus utiles dans un sens généralisé. Merci, John, d'avoir mentionné ça, mais si je peux continuer là-dessus, je crois que la création de ce groupe de travail est important pour que l'on puisse réunir toutes les parties prenantes, parce que l'on touche tous des aspects différents de l'industrie. Il n'y a pas un groupe qui fait tout. Alors, on regarde différentes agences qui collectent différentes données. Et en bout de ligne, si on ne peut pas arriver à un sens collaboratif de tout cela, on ne sera pas là où on doit l'être en termes de compréhension de la représentation. Et c'est pourquoi il nous a semblé important que vous fassiez partie également pour comprendre les différentes perspectives des parties prenantes et pour arriver à un langage commun en tant que base pour la collecte de données. Et ce groupe de travail va donner les résultats en tant que document de discussion pour commencer à encourager les différentes organisations et entreprises à voir comment sélectionner les données, peaufiner l'information des personnes de communautés racisées et ça va continuer à évoluer. Maintenant, à la question combien de temps est-ce que cela va prendre? Moi, je suis comme John, je suis impatient. Je ne veux pas dire une durée spécifique. Nous sommes retournés vers nos données limitées que nous avions pour avoir un minimum. Mais je crois que l'important maintenant est d'arriver à une base au niveau de l'information et durant les prochains 2-3 ans, de voir le progrès que l'on aura pu faire. Mais je crois que ce sera les premiers éléments de comprendre le succès de nos efforts. Un autre défi est l'intersectionnalité parce que ce n'est pas simple. Et je ne veux pas dire intersectionnel en termes que les personnes ont différentes identités, en termes des catégories raciales, mais ce que je veux dire est que j'ai vu à travers les années le travail qui a été fait au niveau de l'égalité des sexes, jusqu'à quel point ça a laissé de côté les femmes noires, les femmes de couleur et les femmes autochtones. L'égalité des sexes, ça voulait dire égalité des sexes pour les femmes blanches. Et on doit s'assurer que tout le monde peut aller de l'avant ensemble. Lorsqu'on parle de femmes, on parle de toutes les femmes. Et jusqu'à très récemment, j'ai vu des études où cela n'a pas été pris en considération. Et lorsqu'on parle de sous-représentation, on se concentre beaucoup sur les personnes racisées dans cette conversation, mais c'est très vrai en termes de l'importance de l'intersectionnalité. Ce sont les prochaines étapes, l'identité de genre, les handicaps physiques, les groupes de langue minoritaires également pour comprendre leur présence au niveau de l'industrie et les lacunes et au niveau de leur représentation et comment également les aider. Alors, il y a vraiment évidemment beaucoup d'aspects qu'on doit tenir en compte. Thank you for that. I have something like a question. J'ai une question surtout reliée à la technologie, la façon que souvent les choses, on parle beaucoup de respect de la vie privée, protection de nos données privées. Est-ce que vous voyez ça comme un obstacle à ce que vous essayez d'accomplir? Est-ce que vous croyez que les personnes vont peut-être ne pas se sentir à l'aise de partager leur information ou ce n'est pas le cas? Le type de données que nous allons
allons chercher encore une fois, ce sont vraiment des données de base. Et l'intention est simplement de créer une meilleure industrie des arts de l'écran. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser au niveau monétaire. Pour nous, le seul capital est que ça amènera l'industrie vers l'avant en termes d'égalité, de diversité, d'inclusion. Mais évidemment, la protection de la vie privée est un enjeu très important, à savoir est-ce que vos données sont de source ouverte ou est-ce que ce sont des données confidentielles, qui va les utiliser, comment est-ce que ces données vont être utilisées. Je crois qu'on doit vraiment suivre cela parce que l'abus peut arriver si facilement. Alors, il faut toujours être à l'affût. Je suis d'accord que la confiance est une partie essentielle de tout cela, en particulier en tant qu'agence du gouvernement, en particulier représentants des gouvernements qui ont souvent mal utilisé les données au détriment des compagnies qui donnent leur information. Mais on doit également, évidemment, la loi ajoute une complexité à notre façon de chercher les données et parce qu'on doit établir des systèmes qui sont sécuritaires de façon à ce que personne qui fait l'évolution d'une application n'a pas accès à l'information sociodémographique. Et donc, on doit avoir une infrastructure de TI très solide derrière tout ça. Donc, nos efforts jusqu'à maintenant ont été que nous avons ajouté des questions de démographie de la compagnie un peu pour avoir des données de base pour qu'on ne commence pas à zéro. Mais idéalement, nous espérons passer cette année à créer l'infrastructure nécessaire et travailler sur cet aspect de confiance avec la communauté de l'industrie des arts et de la culture. Et nous allons pouvoir commencer à la collecte de données l'an prochain. Nous faisons partie de ce groupe dont Richard a parlé, mais ce serait très bien d'arriver à un endroit dans le futur où il y aurait une source ou une base de données sécurisée dont les personnes ont confiance pour que les personnes individuellement n'aient pas à fournir leurs données à 10 différentes organisations gouvernementales ou organisations privées pour pouvoir appliquer à du financement pour le même projet. Alors, tout ce que l'on peut faire au niveau de la collaboration pour créer un système qui soit simple et dans lequel les personnes pourraient avoir confiance, ce serait génial. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais je crois qu'on travaille tranquillement vers des solutions de collaboration. Je crois que ce serait positif pour tout le monde. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites et ce que John a dit plus tôt également. Si on revient à ce premier point que j'ai mentionné en termes d'avoir la confiance de la part de la communauté, c'est pourquoi lorsqu'on a commencé à définir les termes pour décrire les communautés racisées, nous sommes allés directement vers la communauté parce que, comme vous dites, les données ont été utilisées au détriment de ces communautés. Bien souvent, il y a un manque de confiance à cause de ces situations. Donc, on doit vraiment les amener à être des parties prenantes actives des conversations et de façon à ce que ces données soient valide. Merci beaucoup pour vos commentaires et votre vision sur ce thème très important. Je suis très content que vous avez été ici avec nous. Je n'ai plus de questions et nous arrivons vraiment vers la fin de notre session. Alors, je crois que je vais conclure ici. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et j'espère que ça a été intéressant pour vous également. Ça a été très intéressant pour moi. J'espère que ça l'a été également pour tout notre auditoire. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais simplement vous rappeler que vous pouvez participer au reste de l'événement, participer, s'il vous plaît, aux autres sessions, faire du réseautage avec les autres participants ou
prenez un rendez-vous avec l'un de nos experts. La prochaine conférence, ce sera notre panel de conclusion de la journée, les points clés de la journée, une présentation artistique présentée par Data Écoculture. Alors, sur ce, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci, Carl.